Vous écoutez la radio des Français dans le monde. Le podcast. Sur françaisdanslemonde.fr, je me promène, je vais de pays en pays, de section en section lorsqu'il s'agit de l'association Français du Monde ADFE avec qui on a l'occasion donc de rencontrer beaucoup de jolies personnalités aujourd'hui. Et ben je vais à Paris et je vais faire connaissance avec Hélène Conway-Mouret, sénatrice représentant les Français établis hors de France. On dit Madame la sénatrice du coup, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Très content de passer quelques minutes avec vous. On va se balader dans votre parcours. Alors, ce qui est déjà très amusant, c'est que malgré que vos parents soient français, vous êtes né à l'étranger. Il y a un symbole là-dessous. Absolument, j'étais prédestinée pour être une Française de l'étranger depuis ma conception. Alors, c'est à Alger que ça se passe en 1960. Je me permets de donner l'année. C'est pas Alger, c'est Annaba. Ah bah voilà, erreur sur Wikipédia. Alors du coup, hop, c'est parti. La plus belle ville du monde. Vous y retournez de temps en temps ? Pas de temps en temps, j'y suis retournée 2 fois, 3 fois, et à chaque fois avec un immense bonheur, parce que en effet, c'est la ville où je suis née. Il s'avère que dans votre parcours de professeur d'université, l'international sera souvent près de vous. Vous avez eu l'occasion de développer des partenariats Erasmus. Ça vous a permis de voyager, de voir des choses plutôt sympas dans le monde. Il y a des endroits où il y a eu des coups de cœur, où vous vous êtes dit « je rentrerai pas en France ». L'Irlande, oui. Ah bah l'Irlande, vous êtes resté quelques années. Je n'étais pas prédestinée, moi, une fille du Sud, vous savez, de passer ma vie sur une île tourmentée par les vents et les tempêtes. Non, c'était pas un pays de prédilection, on va dire, en tout cas par rapport à ma personnalité. Et il y a énormément d'endroits, en effet, où je pourrais vivre facilement. Mais malheureusement, vous savez, j'ai la mauvaise habitude depuis toujours aller dans des villes, dans des pays, souvent que je ne connais pas d'ailleurs, pour y travailler, et j'y reste très peu de temps. Et en fait, je n'ai pas vraiment la possibilité d'apprécier le pays ou la ville, si ce n'est par la fenêtre de la voiture, qui m'emmène d'un endroit à l'autre. En effet, quand j'étais universitaire, je passais mon temps plutôt dans les universités avec donc mes collègues. C'était des réunions vraiment de travail sur des journées entières pour nous assurer que les cursus qui étaient dispensés étaient bien équivalents et que nos étudiants, au bout d'une année, auraient l'équivalence de ce qu'ils auraient fait chez nous ou chez eux. Et puis ensuite, en tant que sénatrice, à chaque fois, ce sont des programmes qui sont du moment où on vient me chercher à l'aéroport au moment où on me ramène à l'aéroport. Ouais, ça va très vite. Généralement sans pause. Je vois que tous ceux que je rencontre peuvent en attester, parce qu'ils ont vent de mon programme souvent, et d'ailleurs ils sont un peu effrayés par la densité des activités, mais en même temps c'est important parce que je ne vais jamais quelque part, malheureusement pour moi, j'y vais pour les autres. Donc il est normal que je consacre mon temps à ce qui est important pour eux. Alors aujourd'hui, on parle aux Français qui sont établis hors de France. On a un peu plus de 3 millions. Alors d'ailleurs, un petit mot au passage, les Français s'inscrivent pas toujours au consulat. Vous, dans votre communication, souvent j'ai lu que vous dites aux Français qui vivent la mobilité internationale, inscrivez-vous, c'est important. On peut repasser le message un petit coup, ça mange pas de pain. Absolument, et vous avez tout à fait raison, c'est important pour 1000 raisons. D'abord la représentation qu'ils peuvent avoir localement. Vous savez que aujourd'hui nous avons un déficit on va dire en matière de ressources humaines dans les consulats, dans toutes les représentations françaises, mais le nombre de fonctionnaires qui sont envoyés à l'étranger est proportionnel au nombre d'inscrits et au nombre de personnes qui vont servir. Donc si il y a la moitié, voire un tiers des personnes qui se sont inscrites, on aura la moitié, on a un tiers des fonctionnaires de l'État, et ensuite les gens arrivent quand même au consulat pour refaire leurs papiers, se disent mais ça prend très très longtemps, forcément il n'y a pas suffisamment d'agents. La même chose pour la représentation politique. C'est important d'avoir des conseillers, des conseillères localement dont le nombre est proportionnel au nombre d'inscrits. Là aussi, ce sont des gens qui sont au service de la communauté française. Donc, et puis aussi, quand on a besoin d'un soutien, c'est là que finalement on se retourne vers son consulat ou vers son ambassadeur. Plus le nombre de Français est important, plus le pays est une priorité pour les autorités françaises,
plus la réponse sera rapide, sera importante, et ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est plein de choses. Alors quand tout va bien, on se dit c'est pas très important, mais quand les choses, et malheureusement, la vie n'est jamais toujours un long fleuve tranquille. Oh non. C'est là qu'on a besoin et qu'on se dit finalement si j'avais fait ça irait mieux. Enfin, vous voyez, donc voilà. Donc c'est gratuit. Vraiment, ça ne demande que quelques minutes d'inscription. C'est pas un flicage de la part de l'administration. C'est le bénéfice d'avoir des aides sociales si on en a besoin, des bourses pour ses enfants pour l'école française, de savoir ce qui se passe, faire partie d'une communauté, de se dire que le fait de s'être inscrit, ça permet en effet à cette communauté d'être plus forte et d'être mieux représentée. Mais finalement, Madame la sénatrice, est-ce que ces 3 millions et demi, puisque du coup le chiffre on ne le connaît pas, 3 millions et demi de Français qui vivent à l'international, est-ce qu'ils connaissent bien le système? Est-ce qu'ils savent bien qu'il y a des sénateurs, des députés, des élus un peu partout? Est-ce qu'on connaît bien le système? J'ai un peu l'impression que la réponse n'est pas forcément positive. Vous avez raison, mais là aussi, on en revient quand on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de les connaître. Et généralement, vous savez, moi j'ai tout un tas de gens qui se connectent à nous, parce qu'ils rencontrent des difficultés. Mais quand leur vie se passe bien, ils n'ont pas de raison de savoir, si ce n'est que le fait d'avoir des parlementaires, ça veut dire que le jour où il y a un texte, on n'oublie pas les Français de l'étranger, ça c'est hyper important. Mais ça c'est dans l'ordre des choses. Alors vous savez, c'est le paradoxe, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus les gens sont bombardés d'informations. Et puis parfois on a l'impression qu'ils passent à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est en effet leur représentation, ceux qui sont là pour eux, et le jour où ils en ont besoin, de savoir vers qui se tourner. Et pire encore, peut-être, les Français de France ne savent pas vraiment que cette richesse de Français qui vivent à travers la planète font briller notre culture, font briller notre histoire. On a eu l'occasion d'échanger avec Hervé Hérault, le fondateur du petitjournal.com, que vous connaissez bien d'ailleurs parce que vous lui avez ouvert les portes du Quai d'Orsay lorsqu'il a créé les trophées des Français de l'étranger. Il m'a dit tu salueras Madame la sénatrice parce que les trophées ont sans doute vécu leur première année en partie grâce à Hélène Conway-Mouret. On connaît pas ces Français qui font briller la France à l'international. On n'entend jamais parler dans les médias français. Non, et il y a même un rapport avec les Français de l'étranger, je trouve, qui est plutôt négatif. Ça fait depuis mon élection, donc il y a une dizaine d'années maintenant, je n'ai eu de cesse de parler de façon positive des Français de l'étranger, mais j'ai toujours l'impression d'être à contre-courant. On leur reproche d'être partis, on leur reproche de réussir, on les pénalise quand ils rentrent en France. J'ai fait même commis un rapport sur le retour en 2015, mais toutes ces années plus tard, il s'est pas passé grand-chose. L'administration n'a pas envie de les reconnaître. Vous savez, c'est des Français, donc ils doivent cocher toutes les cases des Français. Non, quand on a vécu sa vie à l'étranger, on n'a pas les papiers français quand on rentre en France, on n'a pas un bulletin de salaire français, on n'a pas tout ça. Et ils ne sont pas étrangers non plus. Alors, ils ne cochent pas les cases étrangers, ils cochent plus les cases français. En fait, certains disent, on a l'impression d'être des aliens, là. On arrive, on ne nous connaît pas, on ne nous reconnaît pas, forcément on se comporte différemment parce qu'on est imbibé de la culture locale, de la langue locale, de plein de choses, bien sûr. Mais tout ça, c'est une richesse. Et en France, on ne sait pas, il n'y a pas de reconnaissance des acquis. Moi, ça fait des années que je me bagarre à tous les niveaux. Là non plus, on n'avance pas. Il n'y a pas de volonté politique. Voilà. Les Français de l'étranger, ils sont partis. Tant mieux pour eux. Et on ne les connaît plus. Et quand ils rentrent, on ne veut toujours pas les connaître. Et c'est complètement incroyable, alors que je ne pense pas qu'il y ait une famille en France aujourd'hui qui connaisse pas quelqu'un dans son entourage, qui ne soit pas quelqu'un de sa famille, qui soit parti à un moment plus ou moins long, mais qui soit parti. Et donc, mais c'est pas intégré culturellement encore. On n'y arrive pas. Et les médias, s'intéressent plutôt à l'environnement des gens. Donc voilà, ceux qui sont loin des yeux, loin du cœur, c'est un peu ça. Et pourtant, quand on regarde les lauréats des trophées, on se rend compte d'une richesse, d'une qualité, d'un travail incroyable dans tous les domaines. On devrait faire un peu plus cocorico quand même. Vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça que j'ai toujours soutenu toutes les initiatives qui mettent en valeur celles et ceux qui réussissent à l'étranger, pour montrer que c'est tout bénéfice
collectivement, pas simplement pour les individus, mais pour l'image de la France souvent à l'étranger. Donc les trophées et tout ce qui peut être, événement symbolique. Hein, mais la soirée des trophées, c'est aussi la façon de démontrer combien certains s'épanouissent à l'étranger, réussissent à l'étranger, et que collectivement, nous devrions en être fiers. Et c'est pour ça que j'ai toujours soutenu toutes ces initiatives, parfois à leur conception, pour les aider à ensuite s'épanouir. Et on voit avec les trophées qui existent encore aujourd'hui et qui sont montés en puissance avec le temps, parce que c'était une idée géniale au départ. Donc voilà, mais sincèrement, au-delà de cela, je ne pense pas qu'on puisse changer la culture d'un pays. Vous savez, je crois qu'il faut vraiment qu'on se plonge dans l'histoire de la diaspora française. Bon, on n'ose même pas utiliser ce terme-là. On l'utilise très peu pour la France. Voilà, non, on n'ose pas. Moi, on m'a dit plusieurs fois, non, la France n'a pas de diaspora. Bah oui, mais vous appelez comment ceux qui sont partis? Hein, bon, les Français de l'étranger, les Français établis hors de France, ça nous fait une grande phrase. Bon, on est content, voilà. Et alors, quel est le mot? C'est pas un mot sale de dire diaspora, hein. Et on pourrait, c'est tout à fait légitime. J'ai fait plus de 2000 interviews de Français qui vivent à l'international. Ce qui m'a marqué le plus, c'est que ce sont souvent ces Français qui parlent le mieux de la France, de sa qualité de vie, de ses équipements, de ses valeurs morales, Et pourquoi il faut ne plus vivre en France pour se rendre compte à quel point la France est un magnifique pays? Parce que collectivement, on aime bien râler, hein. Donc les Français râlent, voilà, et puis celui qui râle pas, il n'est pas comme les autres. Non, moi, je peux vous parler de ma propre expérience. C'est vrai que c'est quand on est à l'étranger, parce qu'on est confronté à l'autre, qu'on se rend compte combien on est différent. Quand on est confronté au même, forcément, on se renforce dans ce que l'on est. On ne note pas ces différences. Donc, quand on parle de valeurs, et c'est vrai qu'à l'étranger, dès lors que vous êtes dans une culture différente, vous voyez la différence, et puis ça renforce ce que vous êtes. Donc, vous prenez conscience, quelque part, de certaines choses qui sont tout à fait naturelles, mais comme c'est renforcé par votre environnement, parce que vous êtes avec les mêmes autour de vous, vous n'en êtes pas conscient. Donc, et puis il y a le fait d'être déraciné. Enfin, partir à l'étranger, c'est se faire violence. Hein, c'est jamais simple de quitter sa famille, de quitter ses proches. Et donc, quelque part, il y a des gros efforts qui sont réalisés. Et donc, des gros efforts qui sont réalisés à la fois pour s'adapter et puis sur soi-même. Et donc là, je crois des prises de conscience, parce que ce travail-là, on ne se donne pas le temps de le faire dans une journée normale. Hein, penser qui suis-je, que fais-je. Ouais, on ne se pose pas la question toutes les 5 minutes. Non. Mais on se la pose de fait quand on part à l'étranger, parce qu'on s'est fait violence, parce qu'on se retrouve déraciné, parce que parfois il y a un sentiment de homesickness, hein, le mal du pays, hein, on a le mal du pays. Avoir le mal du pays, c'est quoi? C'est réaliser ce qui vous manque. Quand vous en êtes entouré, ça vous manque pas, parce que c'est là. Bien sûr. Et donc, si ça vous manque, d'un seul coup, vous dites, ça faisait partie de ma vie, et ça, c'était drôlement important. Donc, ça faisait partie de moi, je l'avais intégré. Voilà. 2020, le monde se fige avec une pandémie. Alors quand on est justement français, qu'on vit en Australie, qu'on est séparé pendant 2 années avec des frontières fermées, des avions qui ne volent plus, est-ce que vous pensez, vous qui êtes en relation constante avec les Français à l'international, est-ce que vous pensez que c'est un marqueur qui va avoir fait beaucoup évoluer la vie des expats? Est-ce que cette pandémie a changé quelque chose? Oui, dans les deux sens. C'est-à-dire que d'abord, elle a fait prendre conscience du fait pour certains qu'ils étaient très loin et qu'il était compliqué de rentrer. Et donc, moi, je sais que certains ont décidé de quitter des pays assez lointains pour rentrer, en disant je ne veux pas revivre cela, en me disant que je rentrerai peut-être jamais chez moi. Donc, et puis d'avoir été coupé de la famille très longtemps et ainsi de suite, c'est quand même assez dramatique. Hein. Après, ça a créé aussi un sentiment de se dire que par le mode de communication, on peut quand même se voir avec Instagram, comme on fait avec les Zoom et ainsi de suite, et que donc finalement on peut quand même rester connecté. Donc il y a eu une sorte d'effet ciseau, moi je trouve, à la fois de prise de conscience que finalement c'est compliqué de partir très loin, et que
et de se dire que si c'est le cas, peut-être qu'on rentre jamais, et ça c'est trop violent pour certains. Et puis pour d'autres, de se dire finalement on peut rester connecté, on peut rester en contact d'une autre façon, et d'avoir instauré un mode de communication différent avec les proches. 2024, ce sera les élections européennes. Alors moi j'ai 52 ans. Jusqu'à il y a quelques mois, je me suis dit il y aura plus jamais de guerre en Europe. Et pourtant, la preuve a été démontrée avec le conflit russe-Ukraine que ça pouvait revenir. Vous avez formulé les vœux de la paix pour 2024. Au plus on imagine à ce que sera le futur, au moins le mot paix s'affiche dans nos yeux quand même. Oui, absolument. Et alors, pour quelqu'un qui s'occupe comme moi des Français de l'étranger, ça c'est ma circonscription et donc c'est mon travail législatif. Mais mon travail en commission, c'est Affaires étrangères et défense. Je peux vous assurer que je passe énormément de temps sur les sujets aujourd'hui avec il y a bien sûr les 2 conflits aujourd'hui en cours, de façon absolument dramatique, parce que on voit bien à chaque fois les civils qui sont les victimes les plus nombreuses dans les conflits. Et donc, de se dire que, en effet, la paix n'est pas quelque chose d'éternel. Nous avons une chance extraordinaire en Europe d'avoir pu la préserver. Et là, d'un seul coup, à nos frontières, c'était oublier la guerre du Kosovo, qui était quand même pas si loin non plus, il n'y a pas si longtemps. C'est vrai. Quand même, toute cette partie a été et continue à être sous tension permanente politique, avec des tensions entre pays qui laissent à penser que parfois ça peut basculer assez rapidement. Donc c'est là qu'on se rend compte que nous avons une chance extraordinaire, et pour aller dans des zones de conflit et puis également travailler de façon très très rapprochée avec les équipes, généralement quand il y a des évacuations et tout un tas de choses, de se dire que c'est la chose la plus précieuse pour moi. Parce que tout le reste, sincèrement, d'un seul coup n'existe plus. Quand la seule chose qui importe le matin quand vous vous réveillez, c'est de se dire d'abord vous êtes heureux que votre maison n'ait pas été bombardée, d'être encore vivant, et de se demander si le soir vous le serez encore, et peut-être pour la plupart de s'assurer qu'il y aura de la nourriture pour la famille. Ouais. Un pays en guerre, c'est ça. Le reste n'existe plus. On ne se pose plus les questions existentielles. Vous savez, on se pose des questions de pays de riches aujourd'hui. Toutes les questions les combats qu'on peut mener, d'égalité, de choses, c'est formidable. Il faut le faire, puisqu'en plus, ce sont nos valeurs à préserver dans un monde qui, en plus, devient de plus en plus difficile pour beaucoup de pays qui sont maintenant dans des régimes autocratiques. Mais quand on a dit ça, c'est quand même la paix qui prévaut, qui permet à des populations de vivre normalement, de travailler, de se nourrir, d'éduquer les enfants, et d'aspirer à une vie qui soit juste normale. Madame la sénatrice, vous êtes élue en 2011, vous êtes ministre déléguée, donc membre du gouvernement, réélue en 2017, réélue en 2023, une carrière de femme politique dans un monde d'hommes. Est-ce qu'en 2024, ça va mieux ? Non. Eh bien, je ne suis pas surpris et ça reste très agaçant quand même. Pourquoi on reste sur ce mode du patriarcat ? Pourquoi ça n'avance pas ? Pourtant, on a tous compris qu'il fallait que ça change. Écoutez, c'est un cri du cœur. Vos questions, je ne les connais pas, donc je réponds spontanément à chaque fois. Pourquoi ça ne change pas ? Parce que je pense malheureusement, et là on en revient peut-être à l'éducation, à des choses qui sont très ancrées, qui sont culturelles, et qui font que il y a un grand nombre de domaines aujourd'hui où les hommes ne pensent pas que les femmes ont leur place. Je commence par les questions de défense. Il m'arrive très souvent d'être la seule femme dans un environnement qui est 99% masculin. Alors, ça demande beaucoup de travail, ça demande de s'imposer naturellement parce qu'on est capable de faire. Donc, ça demande peut-être beaucoup plus d'efforts pour une femme
parce qu'on me demande de justifier qu'un esprit tel que le mien, féminin, est quand même en capacité de comprendre les grands enjeux géopolitiques, les questions très subtiles de défense, et ainsi de suite. Et c'est peut-être pour ça aussi, étant fondamentalement féministe, que je me suis intéressée à ces questions-là, pour prouver que les femmes, oui, en sont capables. Il suffit simplement de nous donner l'opportunité de le faire. Avec même certains collègues masculins, je peux vous dire que ça a été très compliqué pendant très longtemps. Ils n'ont jamais accepté que je m'occupais des questions de défense. Ouais. C'était pour eux... voilà. C'était stellaire pour eux. C'était pas acceptable. Ils ne comprenaient pas. Alors, pour terminer cette interview, voilà, vous avez travaillé dans le monde de la défense, des forces armées, dans le monde de l'agriculture, la défense des femmes. Vous représentez les Français de l'étranger. Un jour, tout ce travail va se terminer. Et ce jour-là, est-ce que vous avez décidé d'un lieu de vie? Est-ce que ce sera la France? Alors, j'y ai pas encore réfléchi parce que la question, je me suis pas encore posé la question. Ça peut être la France, ça sera certainement un endroit rural. Parce que j'adore la nature, j'adore les plantes, j'adore les animaux, j'adore tout cela. Et donc là, je me fais violence véritablement vivant dans des villes et dans des environnements urbains, malheureusement la plus grande partie de mon temps. Mais je pense en effet que ça sera dans un endroit très naturel où... voilà, je créerai mon petit paradis à moi, mais c'est pas encore le moment et je ne sais pas où il sera parce que j'en ai pas identifié. Et pour l'instant, je ne possède rien. Donc je peux pas vous dire où je vais aller me poser. C'est pas quelque chose, que j'ai pas réfléchi dans encore. Une maison, ni rien du tout. Voilà. En tout cas, vous inquiétez pas, ça va sentir le fumier à Paris dans très peu de temps, donc il y aura un côté rural qui va arriver à vous. Pour terminer, je salue les équipes de Français du Monde ADFE. Ce sont des valeurs qui vous tiennent à cœur aujourd'hui. Un mot sur cette association. On est dans un monde qui reste très compliqué et au final, quand on se retrouve entre amis à boire un verre, ça reste toujours des bons moments. Est-ce que vous voulez partager ces bons moments lorsque vous êtes avec les équipes de l'ADFE ? Oui, absolument. Partout où je vais, je rencontre les amis, les associations. Je fais très attention. Alors, c'est Français du Monde, mais il y a beaucoup d'autres associations et je rencontre absolument tout le monde lors de mes déplacements. Parce que je pense que ceux qui se lancent dans l'associatif ont en partage avec moi cette envie de service, du service de l'autre. Les services, de se mettre au service des autres. Et donc, c'est par respect, c'est par affinité, parce qu'en effet, nous partageons beaucoup de choses. C'est aussi pour savoir, parce que c'est le moment privilégié où je sais, au-delà de tout ce que l'on a pu me raconter pendant les visites, la vie réelle du pays. Ça va être plus des échanges plus vrais. Leur vie quotidienne qui me racontent. Et puis, c'est des amitiés qui se tissent dans le temps aussi. C'est des moments conviviaux heureux et donc de souvenirs qui sont toujours des souvenirs heureux. Ça fait partie, vous savez, c'est l'album de photos où on se souvient d'une rigolade là, d'un moment où on a partagé telle chose à tel endroit et puis oui, c'est une sorte de puzzle de moments heureux. Pour terminer, au moment où on se parle, on nous écoute un peu en France, aux États-Unis, au Canada, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Finlande, Suisse, Maroc, Brésil, Tunisie, enfin, on écoute la radio des Français dans le monde aux quatre coins de la planète. Qu'est-ce que vous avez à dire en tant que sénatrice à tous ces Français qui sont en train d'écouter cette interview? Quel message vous voulez laisser pour boucler cette interview? Eh bien, de tirer profit au maximum pour eux de cette magnifique expérience qu'est le fait de partir à l'étranger, de se confronter à l'altérité, d'apprendre, de comprendre, de partager, d'apporter aussi ce que nous avons en nous-mêmes. Vous savez, on utilise les termes pompeux, voilà, vous êtes les meilleurs ambassadeurs, et ainsi de suite. Ils ne sont pas des ambassadeurs, des ambassadrices, ce sont des Français qui ont leurs valeurs, qui ont leur qualité humaine, qui sont beaucoup appréciés, parce que les Français sont peut-être collectivement râleurs quand ils sont ensemble sur le territoire français, mais quand ils partent à l'étranger, sincèrement, ils sont aimés. Moi, je ne connais pas de pays, enfin, si, je commence à en connaître certains maintenant, malheureusement, notamment sur le continent africain, mais Afrique, ouais. où on vous dit carrément... vous, les Français, on vous aime pas. Il n'y a pas de pays, au contraire. C'est souvent très subjectif, mais c'est positif.
voilà, on nous aide pour 1000 choses, mais sachons les partager. Voilà, régalez-vous dans les expériences que vous vivez à l'étranger, vivez-les intensément. Et puis, un jour, essayez de ramener toutes ces compétences, tout ce positif au pays qui en a un peu besoin. Hélène Conway-Mouret, est-ce que cette interview a répondu à ce que je vous proposais en démarrage, c'est-à-dire une petite pause dans votre journée chargée, une petite cour de récré ? Écoutez, oui, parce que ça me permet de réfléchir à des choses plutôt positives, plutôt heureuses. Donc, merci de m'avoir offert quelques minutes, en effet, entre des sujets qui sont un peu moins, on va dire, sérieux. Et puis bon, alors c'est vrai que parler de moi-même, c'est vraiment pas mon exercice favori. Mais le fait d'y être forcé de temps en temps, ça permet de réfléchir un petit peu aussi sur soi et notamment de savoir où est-ce que vous allez investir dans l'immobilier dans le futur, du coup. Je vais commencer à rêver. Passer une loi quand même qui obligerait tous les Français de l'étranger à écouter la radio des Français dans le monde, honnêtement, ça m'arrangerait, Madame la sénatrice. Faut pas forcer, c'est parce que vous êtes bon et que vous faites des choses qui intéressent que les gens vont se connecter à vous, vont en parler à leurs amis et que vous allez avoir de plus en plus d'auditeurs et d'auditrices. Merci du compliment. Belle journée, bon courage. La même chose à vous. Au plaisir, au revoir. Français dans le monde.